Yo les bros, c'est Goji et comme d'habitude depuis 7 ans maintenant, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière review de l'arc Wano Kuni. Après 4 années de parution, 4 années de retournement de situation et de révélation, mais aussi 4 années de vidéos hebdomadaires pour tenter et espérer vous faire vivre One Piece au maximum. C'était un plaisir de vivre ça avec vous, nous sommes désormais aux portes d'une nouvelle aventure et les 4 prochaines années que nous passerons ensemble seront sans aucun doute les dernières de One Piece, alors profitons à nouveau car plus jamais vous et moi ne vivrons une telle histoire. Ce chapitre 1057 qui viendra clôturer cet arc magistral et bien que chargé d'émotions, restera cependant d'une simplicité absolue. Entre au revoir et nouveau départ, nos protagonistes quittent Wano Kuni en ayant libéré une nouvelle nation. Nous allons décrypter ce nouveau chapitre ensemble et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le meilleur moyen de me montrer votre soutien c'est de lâcher un petit like les bros, c'est rapide et gratuit et ça m'aide énormément. N'oubliez pas également de vous abonner, on a toujours l'objectif en tête de toucher les 400 000 avant la fin de l'année et ça ne sera possible que grâce à vous. Avant de recommencer, je tiens à vous informer que cette vidéo va comporter un très court placement de produit qui va débuter dans quelques secondes, alors merci infiniment de votre compréhension et de votre accueil positif à chaque fois. J'ai beaucoup de chance de vous avoir et je le sais. Là, elle va être larmoyante cette review là, à deux doigts de sortir les violons. Il est sensible aujourd'hui le Goji. Donc aujourd'hui et avant de commencer cette vidéo, je vais vous reparler de Raid Shadow Legends, un free-to-play mobile incroyable disponible sur iOS, Android et PC comportant plus de 600 champions dans un univers Heroic Fantasy au graphisme à mon sens inégalé. Ce partenaire de longue date revient aujourd'hui pour vous présenter sa nouvelle mise à jour. Et ça commence avec le Forge Pass saison 3 qui vous apporte de nouveaux artefacts à édition limitée. De nouveaux champions font également leur apparition, Madame Cerise prépare ses plus beaux et ensorcelants skins, tandis que le Chevalier de la Mort, et ça c'est la grande nouveauté, devient désormais un champion légendaire. Vous voulez découvrir ce monde? Eh bien cliquez sur le lien dans ma description ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran pour obtenir un bonus unique d'une valeur de 30 $. Obtenez gratuitement Vergis, un champion épique, 200 000 pièces d'argent, un récupérateur d'énergie, un boost d'XP et un éclair ancien pour invoquer un champion dès votre entrée en jeu. Récupérez ces bonus dans votre boîte de réception. N'hésitez plus et bon jeu à vous. L'histoire de Wano Kuni est en marche, la légende des samouraïs et de leur implacable volonté commence déjà à résonner dans le pays avant même que leur sauveur n'ait quitté ces terres. Et oui, l'incroyable épopée des fourreaux rouges, la vengeance de ces 9 samouraïs errants ayant traversé le temps, a définitivement pris fin et devient aujourd'hui une légende contée aux enfants et qui résonnera parmi les générations futures. Tout le long du chapitre, cette histoire continuera d'être racontée en arrière-plan, mettant en avant la bravoure de ces guerriers et le courage de la lignée Kozuki. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai rien à vous apporter de plus à ce sujet que ne l'ont fait Iori et l'enseignant, il n'y a rien à analyser de particulier alors j'ai préféré me focaliser sur d'autres sujets que je juge beaucoup plus intéressants. Et c'est ainsi que commence justement le premier sujet de cette review, la séparation tant redoutée de Kinemon, Momonosuke et des Mugiwara. Au risque de me répéter, 400 chapitres, ça fait précisément 400 chapitres que Kinemon a été introduit dans l'histoire de One Piece, ce qui équivaut à plus de 10 années. L'histoire de Momonosuke, Kinemon et la vengeance de Wano Kuni, tout prend fin aujourd'hui et c'est un nouveau départ que nous vivons. Ce chapitre n'est même pas un chapitre à faire une review car un gros pourcentage de celui-ci n'est qu'émotion et simplicité. Il n'y a rien à analyser, rien à décortiquer dans les sentiments perçus par Momonosuke et Kinemon tant ils sont simples. Ils sont justement simplement tristes et reconnaissants du départ de Luffy. D'une part car c'est la fin de leur aventure et de leur voyage ensemble, ce ne sont plus de simples amis qui se séparent mais une nouvelle famille, comme l'a très bien fait comprendre Luffy en disant de Momonosuke qu'il était son petit frère. Et de l'autre, le départ de Luffy signe l'ultime symbole de sa promesse respectée. Il assurait que lorsqu'il quittera ce pays, alors il sera à nouveau libre. Aujourd'hui, Luffy se prépare à partir en laissant la nation des samouraïs en paix après plus de 20 années de calvaire. Donc même si leur séparation est déchirante, elle signe avant tout le renouveau de ce pays antique. Bref, j'ai pas envie de tout complexifier, j'ai pas envie de chercher des prétextes poussés et philosophiques comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans plusieurs vidéos. Non, là à mon sens, la beauté de ce chapitre vient aussi de sa simplicité. Surtout que leur séparation laisse un goût finalement assez éphémère. Je ne sais pas si c'est que moi, dites-moi ça en commentaire, mais j'ai l'impression qu'ils se retrouveront dans pas si longtemps que ça. Et effectivement, si One Piece doit se terminer dans 3 ou 4 ans maximum, Luffy retournera sans doute à Wano Kuni bien avant la bataille finale, et donc dans plus ou moins une centaine de chapitres. Ce retour chez les samouraïs servira également à peut-être récupérer Momonosuke, Kinemon et Yamato. Et oui, la fille de Kaido, celle-là même qui a hérité de la volonté de Kozuki Oden, ne prendra finalement pas la mer tout de suite aux côtés de Luffy. Mais non, je suis pas forcément déçu les gars, contrairement à vos attentes, petit canaillou va. Alors oui, non, je vous cache pas, j'aurais adoré qu'elle prenne la mer maintenant avec eux, hein, mais cette décision, elle me va parfaitement aussi.
Tout simplement car depuis quelques mois, je m'étais préparé à l'idée qu'elle ne rejoigne pas du tout l'équipage, malgré l'espoir que j'avais que ça se réalise. En tout cas, l'apparition de la prétendue future Mugiwara m'a une fois de plus donné l'impression qu'elle ne rejoindra pas l'équipage. Je vous l'avais dit dans plusieurs reviews d'ailleurs, malgré la cohérence et l'intérêt de fou que je portais à cette théorie, que je défendais et défendrai encore, eh bien ça restait qu'une théorie, ni plus ni moins. Donc oui, j'ai le seum au fond parce que je voulais que ça se réalise, mais c'est pas pour autant que je vais cracher dans la soupe et sur les choix d'Oda, il y a une limite au matrixage des théories qui ne sont, je vous rappelle, que des fabulations de fans pouvant se faire dégager en une seule case d'un seul chapitre. Après, concernant Yamato Mugiwara, je n'y vois pas vraiment un échec total non plus, car aujourd'hui encore, elle exprime son souhait de vouloir prendre la mer et Luffy, lui, déclarer vouloir venir la chercher quand elle se sentira prête. La question est donc de savoir si son envie de rejoindre Luffy persistera ou non. Ce qu'elle s'apprête à faire n'est en réalité qu'un pèlerinage, une quête de soi et de sa personnalité qui lui permettra de donner un véritable sens au grand voyage qu'elle s'apprête à faire avec Luffy. Et surtout, elle finira par se retrouver elle-même et peut-être enfin lâcher l'image d'Oden à laquelle elle tient tant à s'identifier. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jinbei. Alors qu'il avait déjà quasiment intégré l'équipage, en particulier après Whole Cake Island, il a refusé à 2 reprises de prendre la mer avec eux. Non pas car il n'en avait pas envie, mais plutôt car ce n'était pas le bon moment. Avec Yamato, nous vivons un scénario totalement similaire. Elle a vécu une histoire assez forte avec Luffy pour intégrer son équipage, elle a un lien profond avec lui et à travers Ace, mais elle doit également être prête à vivre une vie de pirate, chose qu'elle n'est pas encore à en juger sa réaction. Et c'est la raison pour laquelle elle va voyager à travers Wano Kuni avant de commencer à découvrir le reste du monde. Elle va découvrir le pays qui a fait d'elle un personnage si unique malgré l'environnement dans lequel elle a évolué. Plus encore, ne sous-estimez pas l'importance qu'aura Yamato dans son pèlerinage autour de Wano Kuni. Lorsqu'Oden a fait la même chose, il a sauvé Kuri, une région entière en proie au banditisme. Il a également rassemblé des gens en créant les fourreaux rouges et en nettoyant Bakura. Et surtout, il a commencé l'écriture de son carnet, celui-là même qu'il tiendra assidûment à jour jusqu'à son voyage sur l'Aftel. Donc c'est exactement tout ce que Yamato veut faire. Wano Kuni est dans un état déplorable après le règne de Kaido et Orochi, nul doute que nombreuses sont les régions ayant besoin de l'aide et la force de Yamato pour se remettre sur pied. Ensuite, il y a la question de l'équipage de Kaido, qui reste-t-il? King et Queen ont-ils été arrêtés par les Ryokugyu ou sont-ils toujours à Udon? Où se trouve le reste des Tobiropo, des Pleasure, des Gifters, des Waiters et même des Numbers? À mon sens, l'abandon total de ces personnages dans le scénario est une erreur de la part d'Oda. D'un chapitre à l'autre, on a l'impression qu'ils n'ont jamais existé et qu'après la défaite de leur capitaine, ils ont simplement des pop. Il se peut que Yamato soit celle ralliant l'équipage de Kaido et devienne à l'image de son père la capitaine, leader de ces âmes égarées et éparpillées à travers les régions de Wano Kuni après la chute d'Onigashima. Son voyage prendrait alors encore plus de sens et pourrait ramener bon nombre de soldats dans le droit chemin. N'oublions pas qu'elle porte le fruit du gardien divin de Wano Kuni et si elle reste sur cette île, son devoir sera également de la protéger le temps de sa présence. Et ça, nous pourrons le voir dès le prochain arc, très simplement grâce aux mini-aventures. C'est en effet grâce aux mini-aventures que l'on pourrait découvrir prochainement l'épopée de Yamato au pays des samouraïs comme si on y était. Exactement comme ce que nous avions eu pour Jinbei, une mini-aventure qui a fait la passerelle entre sa dernière apparition sur l'île des hommes poissons et son retour dans l'histoire sur Whole Cake Island. Pas seulement, elle pourrait aussi découvrir les origines de plusieurs facettes de sa vie. On en parlait plus tôt, pourquoi son fruit du démon est le gardien de Wano Kuni et quelle est son histoire? Elle pourrait l'apprendre pendant son voyage. Elle semble également venir de la race des Oni qui sont eux-mêmes des êtres de la mythologie japonaise. Ses origines pourraient alors se dévoiler pendant son voyage également. En bref, vous l'aurez compris, faire le tour de Wano Kuni, un pays aussi antique, contribuera forcément à renforcer sa personnalité et son désir de découvrir le reste du monde. En tout cas, pour pas vous le cacher, je suis satisfait. Car tout ce que j'avais peur concernant Yamato, c'est qu'elle ne puisse pas vivre la liberté qu'elle souhaitait tant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'elle est maître de son destin, elle a décidé de faire ce qu'elle voulait et de ce qui lui semblait le plus adapté. Elle n'a pas sauté d'étape, ses aventures avec Luffy ne sont pas mises de côté pour autant, et elle découvrira le monde quand le moment viendra, et pas avant. Ça a toujours été finalement le maître mot de One Piece, faire les bonnes choses au bon moment, faire preuve de patience, de sagesse avant de prendre une décision radicale. La preuve avec Momonosuke qui, malgré le temps écoulé, n'a pas souhaité ouvrir Wano au monde, alors que c'était l'une des principales raisons du raid d'Onigashima. Voilà, vous avez mon ressenti totalement honnête concernant ce chapitre et Yamato. Par contre, je vous jure que j'aurais eu un somme sidéral si Luffy l'avait recalé en mode « Non, non frérot, toi tu restes ici, tu restes à ta place, tu nous saoules avec tes histoires. » Là, ça aurait été une tragédie. Après, Luffy
Luffy a également proposé à Momonosuke et Kinemon de partir en mer s'ils le souhaitent. Cela signifie-t-il que ces derniers vont rejoindre l'équipage à temps plein? Alors honnêtement, j'ai vraiment du mal à imaginer que le shogun et son principal vassal puissent quitter le pays pour partir en mer. Laisser Wano Kuni seul tout en l'ayant ouvert au monde, faut être sûr que plus aucune menace ne pèse sur elle. Très sincèrement, j'ai juste à la fois aucune envie et aucune vision de les voir rejoindre l'équipage. À mon sens, leur place définitive n'est pas ici, leur rêve et désir commun ne prend pas en compte un quelconque voyage en mer contrairement à Yamato. Mais bon, l'avenir nous apportera toutes les réponses, qu'ils prennent la mer ou non, ça on verra. Tous ces événements me poussent quand même à me poser cette simple question qui se révélera décisive pour le futur de One Piece: quand Luffy va-t-il revenir sur Wano Kuni? C'est ce qu'il a prévu à en juger son discours, et si Yamato doit rejoindre l'équipage dans le futur, alors il devra poser les pieds à nouveau sur Wano. J'ai la conviction que ce chapitre précise et valide davantage ma théorie sur l'ellipse et le deuxième voyage des Mugiwara. Dévoilé en intégralité l'année dernière, je vous expliquais comment et pourquoi Luffy ne pouvait pas devenir le roi des pirates avant d'avoir fait un tour complet du monde, c'est-à-dire visiter les 4 mers, East Blue, North Blue, South Blue et West Blue, ainsi que redécouvrir Grand Line dans le seul et unique but d'assembler le Rio Poneglyph, celui qui révélera la véritable histoire. Normalement, ce grand voyage débutera avant de mettre la main sur le One Piece et avant de se rendre sur l'Aftel. Les Mugiwara retourneront sur toutes les îles qu'ils ont visitées, retrouveront tous leurs amis, tous leurs alliés rencontrés durant leur premier voyage d'il y a 2 ans, et finiront par se rendre sur l'Aftel et après avoir visité le monde, tout comme l'a fait Roger. Car oui, la particularité du premier roi des pirates, c'est bien qu'il ait fait 2 tours du monde avant d'atteindre la dernière île. Je reste convaincu que Luffy a besoin de ça, ils ont besoin de faire un nouveau tour du monde avant d'obtenir le One Piece. Un roi des pirates ne pourrait jamais prétendre à ce titre sans avoir conquis absolument toutes les mers du globe. Luffy n'a visité que East Blue et Grand Line. Est-ce que c'est suffisant? Et ce grand tour du monde se ferait alors en compagnie de Yamato, qui vivrait une aventure alors encore plus grandiose que celle d'Oden. Je trouve personnellement que c'est un magnifique compromis. Yamato rejoindrait l'équipage, Luffy justifierait davantage sa position de futur roi des pirates, ils reverront tout le monde, et surtout, Robin pourrait décrypter tous les poneglyphes éparpillés aux 4 coins du globe. Je vous laisse quand même le lien de cette vidéo si ça vous intéresse, le sujet est très largement plus détaillé. Bon, passons au sujet suivant, le départ des pirates de Wano Kuni. Une chose m'a particulièrement intéressé durant ces adieux. Déjà, la guerre d'ego entre Luffy, Kid et Law, toujours d'actualité, ça change pas. Après, le celui qui esquive est bref, ouais, cette fameuse scène face à Big Mom. Voici la V2 avec celui qui saute pas de Wano Kuni ouais. Voilà, quelque chose. Ce genre de moment signe toujours la profondeur de la rivalité, mais aussi de l'espèce d'amitié entre ces trois-là. Wano Kuni a plus que jamais renforcé le lien de ses pirates et fait d'eux des exceptions au sein des supernovas et de la nouvelle génération. Malgré tout ce qui semble les séparer, ils sont au fond très similaires, leurs chemins se séparent ici, mais je ne pense pas qu'ils oublieront cette guerre dans laquelle ils ont plus que jamais frôlé la mort ensemble. Bon, en réalité, ce n'était pas d'eux dont je voulais vous parler à l'origine, mais bien du drapeau des Mugiwara laissé par Luffy à Momonosuke. Il y a évidemment une énorme symbolique puisqu'il fait de Wano Kuni le deuxième territoire officiel de Luffy après l'île des hommes poissons. Ironiquement, c'est également le deuxième pays qui cache une arme antique. L'île des hommes poissons est Poséidon, Wano Kuni est Pluton. À croire que son prochain territoire abritera Uranus. Ouais, Marie-Jose ? Bref, maintenant qu'il est empereur, il a encore plus de légitimité à posséder des territoires. Car qui osera toucher d'îles protégées par l'homme ayant vaincu Kaido sans bête ? Personne! C'est une véritable arme de dissuasion qui permettra à Wano Kuni de vivre paisiblement si quiconque cherche à l'attaquer. Alors, je me suis posé une question assez simple, mais où vont-ils accrocher ce drapeau? Évidemment, on pense à un endroit, la capitale des fleurs, bien mis en avant avec fierté, mais dans un second temps, si ce drapeau bougeait pour trouver un nouvel emplacement. Effectivement, un drapeau, surtout pirate, doit normalement être arboré fièrement sur un bateau naviguant en mer. Et rappelez-moi ce qui sommeille au fond de Wano Kuni, Pluton, le navire antique. Je me suis alors amusé à imaginer le symbole des Mugiwara flottant au-dessus du bateau de Pluton après l'ouverture de Wano Kuni. Je vous en parlais récemment en review ou même pendant ma théorie sur Im, mais Luffy utiliserait et combinerait les 3 divinités pour lever l'aube sur le monde, les armes antiques ne détruiraient plus, mais sauveraient. Concrètement, je pense que le destin de Pluton sera beaucoup plus compliqué et tumultueux que simplement appartenir aux samouraïs après l'ouverture de Wano Kuni, mais lorsque Momonosuke s'est demandé où accrocher ce drapeau, l'image du mât de Pluton m'est tout de suite venue à l'esprit. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cette fin de chapitre, le rideau se ferme sur Wano Kuni, la fin du 3e et dernier acte est annoncée.
Nous en avons définitivement terminé avec cet arc après plus de 4 années de parution. Malgré le pincement au cœur que j'ai, je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui va nous attendre par la suite. Nous allons respirer un nouvel air frais, mais surtout découvrir ce qui s'est passé dans le monde pendant tout ce temps. Et ça, c'est la meilleure partie de One Piece, mon ref. Alors justement, si nous tentions de prévoir ce que nous réservent les prochains chapitres de One Piece, quel genre de révélations allons-nous vivre? Commençons la nouvelle partie de cette vidéo sur les prédictions des prochains chapitres. Comme après chaque gros arc, les Mugiwara sur leur bateau découvriront les news du monde. Petit aparté, c'est la toute première fois, excepté Onigashima et depuis le début de Dressrosa, soit le chapitre 700 sorti il y a 9 ans, que les Mugiwara partent pour une nouvelle île, tous ensemble sur le même bateau. 9 ans qu'ils n'ont pas voyagé ensemble vers une même direction. C'est absolument surréaliste. Quoi qu'il en soit, le scénario est quasiment à chaque fois similaire. Ils vont découvrir le contenu du World Economic Journal et réaliser à quel point le monde a changé durant leur absence. En sachant que les Mugiwara sont restés sur Wano Kuni isolés pendant pas loin d'1 mois, le contenu des révélations et des nouveautés sera particulièrement dense. Tout d'abord, Luffy va découvrir ce qui s'est passé avec Sabo, Vivi et Cobra. Rappelez-vous, le jeune révolutionnaire a été accusé d'avoir assassiné le roi d'Alabasta et est devenu une figure importante de la révolution, surpassant même la popularité de Dragon. Cet événement va forcément beaucoup parler à Luffy, lui qui est lié à ces 3 personnages. Il va d'abord se retrouver choqué pour immédiatement contester l'information dépeignant le caractère criminel et assassin de son frère, sous prétexte que Sabo ne ferait jamais une chose pareille, chose que confirmera Robin et qui appuiera l'hypothèse d'une éventuelle manipulation du gouvernement. Cela peut également être une façon pour Luffy de faire un détour dans son voyage et tenter d'aller rencontrer Sabo et ou secourir Vivi qui a disparu. Plus encore, ça serait l'ultime occasion de s'allier et rencontrer son père, Monkey D. Dragon. Mais ça, on en parlera juste après. Ils vont également apprendre la destitution des Shichibukai et peut-être même le destin tragique qu'auraient pu vivre certains d'entre eux. Je pense notamment à Bois Hancock qui aurait pu être capturé par la marine ou encore chassé d'Amazon Lily, soumise à la puissance démesurée du SSG. Si c'est le cas, là aussi Luffy pourrait vouloir lui venir en aide. Après tout ce qu'a fait Hancock pour lui, il n'a aucune raison de ne pas la secourir et surtout si elle est en danger. Ainsi, avant de partir en quête du dernier Rod Poneglyph, qui sera probablement l'un des sujets qu'ils vont aborder après avoir quitté Wano, il pourrait faire ce fameux détour pour venir en aide à leur allié. Mais outre Luffy et les Mugiwara, ce sont bien les personnages du monde extérieur qui risquent très fortement d'apparaître, que ce soit pour réagir à la nouvelle prime de Luffy et à son titre de Yonko, ou même pour permettre à Oda d'actualiser leur situation. J'ai donc un petit espoir de voir la réaction de l'équipage de Roger, plus particulièrement Rayleigh, à la nouvelle prime de Luffy et surtout à son apparence en Nika. Je pense que si lui-même connaît Joy Boy et son histoire, il doit également connaître Nika et sa légende, donc voir cet avatar représenté par Luffy pourrait le conforter dans l'idée que c'est lui qui dépassera Roger. Mais outre Rayleigh, c'est peut-être Scopper Gaban et même d'autres membres de l'équipage de Roger que j'espère voir apparaître. Le prochain chapitre sera le chapitre 1058 et précisément 100 chapitres plus tôt, le 958 signait la première apparition dans le manga de l'équipage de Roger quasiment au complet, dont Gaban qui n'était apparu qu'au chapitre 0. Alors c'est assez maigre comme indice, je le conçois, mais j'ai la sensation que s'il doit ou s'ils doivent apparaître dans l'histoire, ça pourrait être à ce moment-là. Autre personnage que j'espère et que je pense sincèrement voir apparaître sous peu, Barbe Noire. Oui, ça fait 5 chapitres que je l'attends, c'est le frérot, il est toujours pas là, putain. Bon, du calme. Il n'a pas d'autre choix que de tenir son petit discours habituel. De plus, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il apparaissait, un acte de Wano Kuni se clôturait juste avant. Chapitre 924, fin du premier acte. Chapitre 925, première apparition officielle de Barbe Noire après l'ellipse sur la ruche. Chapitre 955, fin du deuxième acte. Et chapitre 956, Barbe Noire apparaît à nouveau et s'apprête à bouger vers une destination inconnue. Aujourd'hui, le chapitre 1057 se clôt avec la fin du troisième et dernier acte, alors tout porte à croire qu'au chapitre 1058, la semaine prochaine, Barbe Noire révélera ses plans et les actions qu'il a entrepris depuis les 100 derniers chapitres. Il réagirait également à la nouvelle prime et au titre de Luffy, ainsi qu'à la news sur Sabo, profitant peut-être du chaos pour tirer son épingle du jeu comme à son habitude. On prie fort pour que cette théorie se confirme, déjà que j'ai bouffé une clim avec l'autre, c'est bon là. L'organisation Cross Guild pourrait aussi faire sa grande apparition, Baggy, Crocodile et Mihawk seraient mis en avant expliquant eux aussi leur objectif suite au sacre de Baggy en tant que nouvel empereur. J'en profite également pour poser cette idée ici puisque j'y ai jamais pensé, mais Mihawk pourrait révéler son passé d'ancien chasseur de primes. Ces derniers avaient une place importante à l'origine de One Piece. Zoro, Yosaku, Johnny, ils en faisaient partie et chassaient de puissants pirates pour obtenir la récompense mise sur leur tête par la marine et le gouvernement. Et si c'était ça le rôle de Mihawk, avant d'être Shichibukai? Il n'a pas d'équipage, il se la joue solitaire, tout comme l'était Zoro avant sa rencontre avec Luffy, Zoro qui était lui-même un chasseur de primes comme je le disais à l'instant. Il est connu pour ses combats avec Shanks, et peut-être que leur première rencontre s'est faite après la prime de 1 milliard de berry mise sur la tête de l'empereur
dans sa jeunesse. Sa première apparition a été faite pendant l'introduction du concept de chasseur de primes avec Yosaku et Johnny, mais surtout il traquait Don Krieg, exactement comme le ferait un chasseur de primes. Il se trouve aux côtés de Crocodile et Baggy avec Cross Guild, et ces deux personnages sont également les plus proches du rôle de chasseur de primes. Crocodile tenait le Baroque Works, une organisation composée en grande partie de chasseurs de primes, et Baggy lui recrutait et envoyait des mercenaires partout dans le monde pour remplir des missions avec récompense à la clé. Très clairement, il est plus proche d'une organisation de chasseurs de primes que d'un équipage pirate, hein, on va pas se le cacher. Désolé, il y avait plus d'ambiance derrière, c'était nul. Bref, pas mal d'arguments pouvant suggérer que Mihawk n'est pas un pirate comme son titre de Shichibukai le laissait penser, mais bien un ancien chasseur de primes, peut-être même le meilleur de son époque, qui n'a cependant jamais réussi à prendre la tête de Shanks, son rival. Voilà, je pense que cet aspect de son histoire pourrait être développé prochainement, puisqu'on va forcément nous focaliser très bientôt sur Cross Guild, son origine et surtout son objectif. Pour finir avec les prédictions du ou des prochains chapitres, nous pourrions avoir la réaction des autres pays ainsi que des révolutionnaires, évidemment. Les pays alliés au Mugiwara sont généralement mis en avant le temps d'un chapitre lorsqu'ils découvrent les agissements de Luffy durant l'arc qui a précédé. Qu'on les voit réagir à la nouvelle prime de Luffy et à son titre d'empereur serait donc totalement naturel puisque ça a toujours été comme ça. Cependant, une réaction m'intéresse davantage, et j'en parlais au début de cette partie, celle des révolutionnaires. En effet, ce sont eux qui, dans le chapitre 1054, étaient dans l'œil du cyclone, enfin Sabo plus particulièrement. Nul doute que l'histoire va commencer à s'orienter vers eux, et Dragon pourrait être aperçu préparant un plan dans l'espoir de récupérer Sabo qui serait dans une éventuelle mauvaise posture. Bien sûr, les révolutionnaires verront normalement la popularité de ce dernier comme une aubaine incroyable, une occasion folle de rallier le maximum de nations à leur cause, mais à en juger leur réaction quand ils ont découvert la news sur Sabo, il semble que les choses aient pris une tournure qu'ils n'aiment pas vraiment ou qu'ils n'avaient pas prévue. Alors cela pourrait signer le moment que l'on attend avec impatience depuis plus de 20 ans, un moment que je vous mentionnais au début de cette partie, la rencontre avec son fils, l'alliance de Luffy et Dragon pour Sabo. Outre le lien de parenté qu'ils ont et dont ils semblent absolument pas soucier ni l'un ni l'autre, Luffy et Dragon ont une personne chère en commun et c'est Sabo. Si ce dernier se retrouve dans un certain embarras, qu'il doit être sauvé ou peu importe la raison poussant à ce que l'on doive lui venir en aide, Dragon et Luffy pourraient donc le faire ensemble. Après tout, Luffy a bien combattu aux côtés de Barbe Blanche pour récupérer son frère. Pourquoi ne recommencerait-il pas pour la même raison, mais cette fois-ci aux côtés de Dragon? C'était le sujet de ma théorie sur Luffy et Dragon dans la guerre de Marie-Joie justement. Une vidéo sortie l'année dernière qui expliquait en quoi l'éventuelle capture de Sabo pourrait déclencher la plus grande guerre mondiale. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ce dernier, cependant s'il se retrouve en difficulté, il pourra compter sur l'alliance des révolutionnaires, des royaumes non affiliés au gouvernement, et par-dessus tout de Luffy et toute sa flotte. Alors dès le ou les prochains chapitres, nous pourrons déjà nous apprêter à entrevoir l'événement qui signera le grand final de One Piece. Eh bien écoutez les bros, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était pas un chapitre facile à analyser, car contrairement au précédent, comme je disais, c'était beaucoup de storytelling plutôt que de mystère à percer, mais ça restait un chapitre très beau, très agréable, malgré le fait que Yamato ne rejoigne pas l'équipage tout de suite. Et oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette review vous aura plu malgré tout, et surtout que vous êtes hypé pour la semaine prochaine, le tout premier chapitre des Mugiwara hors Wano Kuni depuis plus de 4 ans. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et vous souhaite une excellente journée les bros. Portez-vous bien, peace.